Bon dimanche tout le monde. Mon nom est Dominique Tardif et je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux d'être ici au Salon du Livre de Montréal. Je suis très heureux de retrouver la grande Martha Wainwright, qu'on peut applaudir, qui vient nous présenter son autobiographie, ses mémoires. Rien de grave n'est encore arrivé, encore en italique. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'écrire son autobiographie alors qu'on est encore dans la quarantaine? Tu es toute jeune, Martha. Toute jeune. Jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. C'était pas du tout mon choix d'écrire une autobiographie. Pas que c'était pas mon choix, c'était mon choix, mais c'était pas du tout mon idée d'écrire On t'a pas un livre. forcé quand même, là. Non, non. C'est que ça a été suggéré par l'éditeur aux États-Unis parce que je pense qu'il y avait un grand mouvement d'artistes en musique d'écrire leurs mémoires et autobiographies après quelques succès, des grands succès, comme Patti Smith et choses comme ça. Alors, c'est un livre il y avait une bonne histoire de vente. Alors, je pense que les gens voulaient... moi, je trouve que beaucoup de mes amis en musique, les gens que je connais en musique, tout soudainement avaient des book deals pour faire des autobiographies et des mémoires. Mais c'est sûr que la plupart étaient un peu plus âgés. Vers la fin, ben, pas la fin de leur carrière, mais plus tard dans leur carrière, et aussi avec des grandes carrières, like rock gods, et des gens qui ont peut-être, qui vont parler de certains albums qui avaient beaucoup de hits. Alors, c'est sûr, pour moi, la raison, j'imagine, c'était que les gens étaient intéressés, c'était à cause de ma famille, j'imagine. Les gens que j'ai peut-être rencontrés dans ma carrière, mais aussi ma tendance dans mes chansons d'écrire d'une façon assez ouverte et intense et très, in your face, un petit peu. Sans filtre. Yes, exactement. Et aussi parce que j'avais écrit quelques cours, choses pour des journaux en Angleterre. Alors, il y avait déjà quelque chose écrit sur la page dont peut-être les gens ont apprécié. Et alors, moi, j'ai dit, bon, oui, je peux faire ça, même que j'avais seulement 38 ans, quand ils m'ont demandé. J'étais très fière de moi-même en pensant que moi, maintenant, je pourrais être auteuse et tout ça. Alors, j'ai dit oui, j'ai pris l'argent. Ils m'ont offert un cachet pour faire ça. J'ai rien fait pendant 1 an parce que j'avais un bébé, un nouveau-né. Ça, c'est une bonne raison quand même. Oui, ça, c'est une bonne raison. Après ça, j'ai ouvert un nouvel ordinateur. Je me suis acheté un ordi. I got Word. J'ai dit, OK, là, je vais commencer. Et j'ai ouvert l'ordinateur et il n'y avait rien là. Puis j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Et 7 ans plus tard, le livre a été finalement publié. Bravo. Mais comment est-ce que tu t'es sorti de cette situation-là? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu la chance de t'interviewer il y a 2 ans environ. Puis tu me disais encore à ce moment-là que le livre n'était pas terminé, Non. que tu ne savais pas quand ça allait être publié. Finalement, le livre a été publié Ouais. quelques mois plus tard. Ouais. Comment donc est-ce que tu t'es sorti de cette situation dans laquelle tu t'étais toi-même Bon, je ne mise? voulais pas redonner l'argent parce que je l'avais tout dépensé. Ouais. Mais aussi, j'étais fière de ce que j'avais écrit quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de dire? On avait toujours un titre en anglais. Le titre en anglais, c'est Stories I Might Regret Telling You. Alors, j'ai toujours pris ce titre en tête quand j'ai écrit. OK, alors j'ai compris que certainement les histoires vont aller au bout de où est-ce qu'ils peuvent. Mais en même temps, la plupart des gens dans le livre sont encore vivants. Alors, je ne peux pas trop dire et je ne voulais pas non plus être... I didn't want to get sued. Ouais. Tu voulais pas qu'on te poursuive, qu'on te prenne en cours. Exactement. Alors, c'est sûr que ça, c'était la ligne avec quoi je jouais. Et c'est sûr que moi, pas d'expérience, je n'avais pas d'expérience comme écrivaine. Alors, en tant que le style
de mon écriture, ma voix d'auteur, On peut dire autrice, on peut dire auteur. était pas encore, elle n'avait pas encore née. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer différentes choses, mais si j'essayais des choses, par exemple, un dialogue, ou peut-être créer des caractères qui n'étaient pas complètement réels, je pouvais pendant peut-être quelques pages, mais pas 250 pages, parce que je ne suis pas écrivaine de trade. Oui. Alors là, j'étais vraiment... là, j'ai vu, le problème, c'est que, bon, ça va être quoi ma voix que je peux faire pendant 250 pages ou whatever le nombre de pages. So that was the hardest part. Ça, c'était la chose la plus difficile. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'était juste de raconter le plus honnêtement que possible, de dire le plus de choses honnêtement, plus possible que je pouvais, dans une voix qui était un petit peu comme ma voix quand je parle. Et après ça, c'était de retourner et enlever, remettre, enlever, reculer, retourner et finalement, après ce montant de temps, dire, là, je suis finie, j'en peux plus. Voici le livre. Voici, ouais. Puis à la fin, Anne Collins est venue puis pour faire... she edited. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça a vraiment... c'était plus précis quand elle était finie avec. Puis j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on t'a proposé à un certain moment de t'offrir un script doctor, quelqu'un qui pourrait écrire le livre à ta place? Ouais, non, ça, c'était jamais possible parce que je pense que les gens... Pour moi, parce que je suis pas un artiste tellement connu, commercial, je pouvais pas parler de mes douzaines de hits ou des grands albums. Je pense que les gens voulaient vraiment entendre ma voix. Et c'était important parce que c'est ça un petit peu qu'est-ce que je suis prête à donner, je suis prête à montrer. Alors, c'était toujours, c'était jamais une question qu'il y aurait un ghostwriter ou quelqu'un pour l'écrire pour moi. Et aussi, je voulais tout le temps juste l'écrire. J'ai pas dicté. Dans un dictaphone. C'est que je ne parle pas et après ça, l'écrire. Je voulais qu'il y avait un style, que c'était mes mots. Au début, avec un des publishing house, éditeur, Maison d'édition, oui. merci, maison d'édition. Quand j'ai remis la première version, ils ont dit c'est trop crazy. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de middle, il n'y a pas de end. Puis ils m'ont forcé, bien pas forcé, mais ils ont demandé que j'engage un outside editor, quelqu'un pour regarder. Et j'ai dit d'accord. Alors j'ai payé quelqu'un, puis après ça, il a retourné avec quelque chose que j'ai absolument... I hated it. C'était trop propre. C'était trop propre. Ma voix était partie. C'était pas correct. Et mon agent a été d'accord avec moi. Alors, j'ai tout remis. Mais cet exercice de remettre les choses, peut-être de laisser d'autres choses, c'était un genre de... Et peut-être parce que le mémoire était écrit quand j'avais commencé quand j'avais 38 ans ou 39 ans, quelque chose comme ça. Le fait que j'étais encore dans ma vie la plus bouleversante, deux jeunes enfants, finalement un grand divorce, encore en deuil, le début de mon Moyen Âge. Ça a pris ce temps-là parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient que j'ai mis sur la page, puis après ça, j'ai enlevé. Oh là, quelqu'un arrivait, là, il y a une grande affaire qui s'est passée. Et après 5 ans, j'avais pensé à être finie. Puis après ça, ma vie a complètement changé. J'ai commencé, on a une séparation avec mon mari. Alors ça, il fallait que j'arrête parce que
Il fallait que je change les choses. C'était On peut pas raconter un divorce en même temps qu'on le vit. My God, j'ai essayé là, mais ces feuilles-là sont à terre, ont été brûlées. Parce que aussi, j'étais très, très, très fâchée et très, très, très triste. Et j'essayais de mettre ça sur la page, mais après ça, quand j'ai retourné pour lire, c'était pas intéressant. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec la notion de pudeur? Parce qu'un des reproches qu'on fait à ce type de livre-là, parfois, c'est qu'on a l'impression que la personne se retient, qu'elle essaie de protéger les gens autour. Tu dis que tu l'as fait un peu parce qu'il y a des gens, plusieurs des personnes en fait dont tu parles dans le livre sont encore vivants. Mais moi, Il y a j'ai pas pas beaucoup de l'impression. Tu pudeur. vas quand même assez loin Ouais. dans ce que tu racontes. Ouais, moi moi dans mes chansons et dans qu'est-ce que je dis dans ce livre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pudeur, mais je dirais que j'ai beaucoup de pudeur. Alors c'est un drôle Il y a un paradoxe il y là-dedans. a un paradoxe. Je suis capable de m'exprimer en mots des choses que peut-être je ne peux pas faire dans ma façon d'être ou dans mes gestes. Alors, je me suis toujours permis d'aller plus loin même dans mes paroles. Il y a tout un extrême dans mes paroles et aussi dans l'écriture de ce livre. C'est pas que les choses sont pas vraies. Ils sont vraies. Elles sont vraies, mais on commence tout de suite sur la page 1 avec un avortement. Ça parle de l'alcoolisme et les drogues. On voit, il y a la mort, il y a la dépression, il y a le rejet d'homme. C'est des choses qui sont assez... et c'est tout le temps moi qui a l'air le pire, là. C'est pas les autres. Pas Mais toujours, je suis pas d'accord. Mais ouais. souvent, effectivement. Ben, c'est ça, c'est que je peux, oui, mentionner des gens ici qui, tu sais, on fait de la drogue, puis ils sont... tu sais, mais c'est moi, je suis là aussi. C'est pas eux autres, c'est moi qui est là aussi. Alors, je pense que c'est vraiment, je vois, c'est le trajet d'une fille, éventuellement femme, qui a fait beaucoup d'erreurs, comme on fait tous beaucoup d'erreurs, et qui essaie de s'en sortir et peut-être d'apprendre de ses erreurs et d'avoir une meilleure deuxième partie de sa vie, J'étais je pense. triste en lisant certains des chapitres du livre dans lesquels tu décris la scène musicale autour du Café Sarajevo, où ton frère Rufus a commencé sa carrière, où toi aussi, d'une certaine manière, tu as commencé ta carrière. J'étais triste parce que j'aurais aimé vivre cette époque-là. Est-ce que tu accepterais de nous décrire ce à quoi ça ressemblait, les gens qui évoluaient autour de cette scène-là au Café Sarajevo, sur Saint-Laurent? Oui, à Montréal, mais je pense que quand Rufus et moi, on a commencé à faire de la musique, on a commencé assez jeune parce que nos parents étaient musiciens. Alors moi, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, puis Rufus, 19 ans, quand il avait déjà commencé à écrire des chansons. Lui, à 14 ans, il était dans le Tommy Tricker, les Stamp Traveler. Alors, c'était quand même assez jeune. Les aventuriers du temps perdu. Ouais, merci. Oui, voilà. Et puis à cause du fait qu'on était aussi toujours encerclés de gens dans la musique ancienne, une musique qui venait du passé. On avait cette tendance nous-mêmes dans notre musique. Alors Rufus ayant aussi, il étudiait la musique classique. Alors tout de suite, je trouve que notre façon de faire la musique était un petit peu like Germany in the 20s or something. Il y avait quelque chose qui Les années menait... folles. Oui, les années folles. Il y avait Oui. quelque chose vers l'arrière où on regardait. Et un esprit comme ça. Et le Sarajevo à Montréal, dans le temps, ça fitait avec ça. C'était géré par un Croate et un Serbe, un couple. C'était dans un sous-sol. C'était un peu clandestin. Il y avait un feeling de... Il y avait des artistes de jazz, des artistes pas très connus, tellement c'était pas vraiment... Ça pourrait être n'importe quelle ville, n'importe quelle époque presque. Mais il y avait un genre d'intensité et aussi un tristesse peut-être presque. Et je pense pour Rufus, ça fitait très bien parce que là, il était là, maigre, beau, avec le piano
où on mettait un miroir pour qu'on puisse voir son visage. C'était tellement important que nous, on voit son visage, mais aussi que lui, il voit son visage aussi. Et c'était ces chansons au début de sa carrière qui parlaient de sa mère, qui parlaient de son homosexualité. Et c'était vraiment différent que beaucoup d'autres artistes à Montréal à l'époque, où il me semblait. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes gays au piano avec des grands voix qui chantaient dans un style un peu classique. Et moi, sa sœur, qui est toujours aimant, qui l'adorait tout le temps, j'étais toujours là avec lui dans cette foufoune, like we were very foufou, we were very wild, j'avoue, là. Et je trouve que qu'est-ce qu'il a fait dans ces mercredis soirs tard à Sarajevo, qui était juste ici sur Clark, ça a intrigué et ça a intéressé des personnes un petit peu marginaux, Oui. off the beaten track. Et c'était quelque chose que Montréal, je pense, a toujours pu, comme ville, aider ces artistes comme ça, qui étaient un peu différents, vraiment leur donner une place où est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition. Alors, tu peux vraiment trouver ton style. Oui. Alors, c'était vraiment très... on avait tellement de liberté en tant que musique et ça a créé quelque chose. Tu es toi-même aujourd'hui propriétaire d'un café, le café Ursa, Ouais. qui ressemble à certains égards au Sarajevo. Est-ce Ouais, que ouais. tu sens que cette liberté-là que tu décris à l'instant, la liberté qu'on pouvait vivre à Montréal lorsque tu étais dans ta vingtaine, les gens de 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent y goûter de la même manière à Ouais, Montréal? je pense que ça existe et je dirais même qu'à Ursa, mon café et petite salle de musique sur Avenue du Parc, les gens comparent souvent à Sarajevo. Et je pense que oui, certainement. Puis moi aussi, j'ai travaillé brièvement à Sarajevo. Alors, j'ai été touchée par la façon qu'ils faisaient les choses. Je fais un peu ça aussi à Ursa. Mais qu'est-ce que je trouve avec les jeunes ou ce que je vois des artistes à Montréal différents que, disons, à Toronto ou à Vancouver ou à New York, il y a moins de like competitive, one after the other, Oui. tout le temps la même chose. Il y a moins l'esprit carriériste. Et aussi, les deux langues rentrent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça fait qu'une soirée, quand c'est bilingue, quand il y a des artistes bilingues ou francophones, et après ça, quelqu'un qui fait ça donne quelque chose de complètement différent et ça ouvre les possibilités en tant que style, en tant que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Euh, Dans le chapitre où tu décris ce miroir donc qu'on posait derrière le piano pour qu'on puisse voir ton frère chanter, tu finis un des paragraphes en disant ça tombait bien parce que Rufus, c'est une de ses activités préférées de se regarder dans le miroir. Ouais. Là, évidemment, quand on lit ça, on éclate de rire parce que c'est très drôle. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans tes chansons, mais aussi dans ton livre. Il me semble que c'est un aspect de ton travail qu'on souligne trop peu, à quel point, quand on écoute tes chansons, évidemment, ça va nous arriver d'être ému, de pleurer, mais moi, ça m'arrive aussi d'éclater de rire quand j'écoute tes chansons parce qu'il y a des punchlines à la fin de certains couplets. Quelle place l'humour, elle occupe dans l'écriture du livre? Ça a une très grande place parce que, alors, moi, dans mes chansons, oui, souvent, comme tu dis, il y a une ligne qui va faire rire parce que les 4 lignes avant étaient tellement intenses, tellement choquants qu'il faut avoir ce moment de répit. Oui. Et aussi quand je suis sur la scène, en spectacle, souvent entre mes chansons, je peux, pas tout le temps, mais des fois être drôle parce qu'il me semble que la musique, c'est quand même assez intense, les chansons sont assez intenses et avec cette intensité, il faut avoir un humour pour voir le tout. Et dans le livre, forcément, c'est chaque fois que je raconte une histoire, disons, qui peut peut-être
expose mon père, disons, ou je dis des choses très personnelles, un petit peu choquant. Ça dure pas long. C'est deux phrases, puis après ça, on a un moment d'amour et un moment de dire, mais je comprends pourquoi. Ou oui, c'était comme ça, mais moi-même, 20 ans plus tard, j'étais forcée à faire la même décision. Alors, il y a tout le temps un oui. Il y a des moments de noirceur, des moments d'intensité, mais c'est vraiment dans le contexte d'un tout. Puis l'humour, c'est important. Le début du livre raconte à mes yeux l'histoire d'une femme qui est visiblement investie d'un très grand talent, mais qui s'auto-sabote constamment. T'écris: je redoutais l'échec, mais je créais sans cesse les conditions idéales pour qu'il survienne. Pourquoi est-ce que tu avais à ce point peur de la réussite, du succès? Je pense que c'est mon trajet comme artiste. Ben, peut-être, je sais pas pourquoi exactement. C'est sûr que, tu sais, moi, je peux me comparer à mes parents et à mon frère parce que j'ai vu et j'étais là et vu comment eux, ils se sont sentis dans leur art. Et c'est sûr que mon frère avait beaucoup de confiance. Il était vraiment prêt, il était vraiment certain. Et moi, j'étais moins certaine. Peut-être parce que il me semblait qu'il y avait moins de place ou aussi peut-être parce que j'étais pas certaine de mes habiletés musicaux. Et c'était... c'est instead of having it right away, que c'était clair tout de suite. Oui, il y avait un moment où c'est clair, je pouvais chanter, je pouvais connecter, mais je trouve que c'était cet voyage que j'ai pris, qui était difficile quand même, qui a pris des années, qui a pris le rejet, qui a pris ça, qui a finalement m'a laissé croire en moi. Et ça a pris longtemps, oui. Les détours ont été utiles. Ouais, merci. Oui. Non, non, ça fait. Thank you. Euh, Comme ces détours-là. Ouais. Il y aurait une liste de lecture, une playlist à créer avec toutes les chansons de ton père, de ta mère, de ton frère, de toi, qui parlent des autres membres de la famille. Ouais. Pourquoi est-ce que vous aimez à ce point-là écrire au sujet des autres de manière élogieuse parfois et de manière qu'il l'est un peu moins à d'autres occasions? Ben, pour moi et peut-être aussi pour mes parents et mon frère, mais même pour moi le plus que tout le monde dans la famille, je parle de ma vie dans mes chansons. C'est ça mon inspiration en général. Et je pense que c'est parce que, ben, une des raisons, c'est que moi, je ne joue pas la guitare à tous les jours. Je faisais quand j'étais plus jeune, dans mes vingtaines, oui, je pratiquais tous les jours. Mais là, je ne fais pas ça. Je fais le ménage, je fais à manger, je vais à la banque pour faire quelque chose, je vais faire ça, je vais faire ci. Et toutes ces choses quotidiennes qui arrivent, finalement, je me réveille un matin, je dis, je dois écrire une chanson. Puis c'est toutes ces choses quotidiennes qui fait en soi qu'il y a une chanson là. Puis c'est de ça que je parle souvent. Et puis de mes relations personnelles avec les hommes dans ma vie, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis. Alors, c'est une tendance que j'ai et c'est qu'est-ce que moi j'ai vite compris quand j'ai commencé à faire des choses, c'est que si je parle de quelque chose dans mes chansons assez personnel, assez détaillé, tout de suite, within seconds, la chanson ne parle plus de moi, ne parle plus de cette expérience, mais je vois dans les yeux des spectateurs qu'ils ont mis ça dans leur Oui. propre vie. C'est le détail qui nous permet de toucher à l'universel. Ça devient ouais. très universel. Ouais. Alors, quand les gens viennent me voir après un show puis ils disent, you know, A Bloody Motherfucking Asshole got me through this, or this song, j'ai écouté cette chanson pendant que j'ai fallu break up avec moi. C'est clair que ça n'a rien ce n'est plus à moi, ces chansons.
C'est juste je m'expose pour que les gens se voient eux-mêmes. Tu dis dans le livre que tu regrettes de t'être ouverte à ce point à certains journalistes au cours de ta carrière. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tu places tellement de filtres entre toi et ce que tu vas révéler en entrevue. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même de noble là-dedans de s'offrir comme ça en entrevue? Parce que ça aide les gens aussi à se reconnaître. Puis Oui, à- peut-être. Oui, peut-être. C'est sûr que quand je fais ça sur la scène, parce que je fais ça sur la scène, je trouve au moins que la public me redonne de l'énergie Ouais. avec leurs applaudissements et leur amour. Mais les journalistes, on ne sait jamais. Alors, mais là, qu'est-ce que je lis? Je lis pas C'est sage, ça. Ouais. I don't read it. Parce que quand j'ai déjà lu, ça m'a, tu sais, ça m'a embarrassed. J'avais honte. Mais j'avais honte aussi et j'étais déçue de moi-même et je pense que je décris ça dans le livre parce que c'est sûr que je suis très... je suis très... Je, je respecte beaucoup et je suis humblée et un peu jalouse des artistes qui ont pu créer un personnage parce que je trouve ça très artistique, très intéressant, très intelligent. Alors que ton personnage, c'est toi. Ouais, Ouais. C'est quand même pas mal. ouais, c'est Ouais. correct. Non. Je Ça trouve va. bien ton personnage. Ben, merci. Ton père a écrit un livre comme celui-ci, une autobiographie qui est parue il y a quelques années. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que ça t'intéressait de Non. lire? Non? J'ai lu des parties. T'avais peur de ce que tu allais y trouver? Ouais, ben non. Je sais pas pourquoi. C'était à côté de mon lit pendant longtemps, comme beaucoup de livres. Et souvent, je lis des livres en partie, like not the whole thing. Et j'ai tout de suite regardé d'où il parlait de ma mère et j'ai pas aimé le chapitre. Et, et aussi, il parlait de moi, il utilisait mon petit nom. J'ai pas aimé ça. Est-ce que tu sais si lui a lu ton livre? Ouais, Sa critique, est-ce qu'elle était... il a aimé le livre. Oui, OK. J'étais très inquiète. J'ai pas envoyé le livre en avance pour qu'il peut dire non, écris pas ça. J'ai attendu que ça soit publié. Et Il était trop tard. C'était trop tard. Il a eu un copie plutôt parce que sa blonde travaille pour The New Yorker, so he got a early copy. Et je prenais une marche dans les montagnes, dans les Catskills. C'était en mars et il y avait beaucoup de glace et j'ai tombé. Et mon chum m'a pris par la jambe et lui a commencé à tomber, puis son ami lui a pris par la main parce qu'il y avait une grande chute d'eau. Puis j'ai presque mouru. I almost died. Tu es presque morte. Merci. Et c'était très intense, mais tout le monde était correct. Et après ça, une vingtaine de minutes après, en allant vers le parking, j'ai vu le numéro de mon père sur mon téléphone. J'ai dit, oh shit. Et j'ai pris le téléphone. C'était de sa faute, tout ça. Oui, exactement. Il a dit qu'il a beaucoup apprécié le livre, qu'il était impressionné, touché. Il a dit qu'il n'était pas exactement en 100% d'accord avec tous les détails, que c'est pas exactement comme ça qu'il s'en souvenait, mais que peut-être il a eu un manque de mémoire. Et j'ai dit, ben c'est comme ça que je m'en souviens. Et j'ai demandé s'il accepte mon interprétation, mon raconte, puis il a dit que oui.
il a accepté. Donc, on pourra lire le livre de ton père, le tien, puis se dire que la vérité se situe quelque Mais je part entre pense, tout ça. non, Mais oui, si tu plus veux. près du tien. Mais ouais, écoute, c'est très différent. Le livre de mon père, c'est pas comme ses chansons. Mon père, quand il écrit des chansons, il est très bon à raconter des choses très intenses, très personnelles, mais le faire dans une courte phrase et de vraiment dire beaucoup dans une des courtes phrases. Mais son livre est beaucoup plus Ouais. superficiel. Euh, Tu racontes dans le livre que tu as fréquenté dans ta jeunesse certains fils le fils de John Lennon, le fils de Richard et Linda Thompson, le fils de Stephen Stills, puis qu'eux se faisaient tous présenter des contre-disques, des opportunités sur un plateau d'argent, alors que pour toi, ça a été plus difficile. On Ouais. ne t'offrait pas les mêmes opportunités. C'est en filigrane dans tout le livre. La misogynie de l'industrie du disque, est-ce que ce serait exagéré de le dire comme ça? Non, Non? non. Non, je pense que c'est un fait et c'est jamais une exagération. Là. Personnellement, là, Est-ce que ça change? euh, j'espère. Ça va prendre. Les femmes, elles doivent prendre leur place, mais ça va jamais être exactement comme la place des hommes. Alors, c'est difficile de faire des comparaisons. J'imagine que je suis payée moins que d'autres artistes comme à mon niveau qui sont masculins. Je ne sais pas exactement, mais j'imagine que c'est vrai. Euh, euh, Certainement, moi, qu'est-ce que j'ai vu dans la carrière de musique, et je pense que c'est c'est pour beaucoup de carrières, c'est que être une artiste, une musicienne et aussi une bonne mère et aussi une bonne femme et aussi jolie, c'est absolument impossible et qu'il faut... j'étais souvent jugée. C'est tu peux pas amener tes enfants là, c'est tard, c'est dans un club, mais moi je travaille le soir, alors j'étais un peu comme you can't have your kids with you because you work at nighttime Oui. and Si, you should, tu devrais pas. si tu fais garder tes enfants, tu es une mauvaise mère, mais si tu les emmènes avec toi, tu es aussi une mauvaise Ouais, mère parce que c'est pas un il y a bon un sens environnement. comme ça, ouais. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Ouais. Il y a aussi question, bien sûr, de ta relation avec ton frère. Puis on comprend que c'est une relation que vous êtes très proches, mais qu'en même temps, ça a été difficile entre vous deux. Ça a changé depuis que votre mère nous a quittés il y a Oui, maintenant exactement. plus de 12 ans. Ouais, on était très compétitifs, évidemment, mais et lui toujours dans un sens, pour moi, je sentais qu'il gagnait tout le temps parce qu'il était plus âgé, parce qu'il gagnait plus d'argent, parce il y avait beaucoup plus un grand succès. Et en même temps, je pense que mon frère avait peur de moi et de mon talent et que peut-être je pourrais un jour être aussi famous que lui. C'est un grand peur qu'il a. Alors, tous nous deux, on se méfiait toujours un petit peu de l'autre quand on était jeunes. Mais c'était toujours les trois. Il y avait ma mère et nous deux. C'était un triangle. C'était un triangle compliqué dans le sens que, pour moi aussi, parce que je sentais que ma mère aimait mon frère plus. Puis j'étais... je boudais, and I was kind of pissed off all the time, Puis j'étais méchante avec ma mère. Et finalement, quand elle a tombé malade, elle avait seulement 60 ans, puis c'était clair que c'était grave. Tout a changé. Je voulais prendre avantage du temps qui restait avec elle. Je me sentais tellement mal pour le temps qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Puis tout de suite, nous trois, on était devenus comme une personne presque. Puis je pense on voulait faire le mieux possible pour qu'elle reste en vie le plus long possible. Et après ça, elle est
décédé, mon frère et moi on devenu une personne encore. Dans un sens, on a devenu elle, in a way, you know. And so we came together to faire les hommages, de faire tous les concerts de Noël qu'on fait encore pour lever les fonds pour recherche en cancer. C'est comme, c'est devenu un petit peu une partie de notre vie, c'est de honorer cette madame qui était très importante pour nous. Quelle place elle occupe dans tes pensées aujourd'hui, au quotidien, ta mère, Kate? Elle revient souvent, mais les larmes ne viennent plus. Et je suis contente pour ça parce que c'était un peu long, le deuil, là, comme 10 ans. Là, puis après ça, like, OK, assez. Parce que aussi, tu sais, moi, j'avais gardé toutes ces choses, tous ces livres, tous ces habits. Et là, finalement, à fur et à mesure, je m'en débarrasse parce que je dis, c'est pas à moi de lire ces livres, c'est pas à moi de porter ces vêtements, c'est pas à moi de jouer ces instruments puis d'écrire les chansons qu'elle ne va jamais écrire. Il faut faire la place pour moi, c'est important. Sinon, c'est pas bon pour mes enfants et c'est pas bon pour moi. Alors, je suis vraiment plus vers ça. Mais je dirais qu'en écrivant ce livre, puis en racontant l'histoire moi-même en grand détail, c'était une façon de fermer le livre sur ça. Oui, on pourrait dire qu'à bien des égards, c'est un hommage à ta mère que tu signes Ouais. avec ce livre-là, même si tu dépeins pas forcément ta mère et ton père dans une lumière positive. Ce Non. qu'on en retient, c'est Non. que tu les as aimés, tu les aimes, puis que ça, il y a rien Oui, qui et le pourrait fait changer ça. qu'elle est décédée, ça m'a permis de dire des choses de elle qui étaient peut-être, you know, a little bit rough. Mais j'ai senti que si je veux parler de mon père en lui l'accusant de choses, je dois aussi dire des choses sur ma mère aussi. Le titre de la version originale, donc la version anglaise du livre, et le titre de sa traduction en français sont un peu différents. En anglais, c'est Stories I might regret telling you later, donc des histoires que je regretterai peut-être de vous avoir racontées. En français, le livre s'intitule Rien de grave n'est encore arrivé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là, qui est quand même chargé parce qu'on pourrait se dire qu'il se passe des choses graves Ben, dans le livre? C'est ça, c'est ça l'idée du titre. Puis que moi, j'avais le titre en anglais, Stories I Might Regret Telling You, était un titre qui a été choisi par l'éditeur, puis la maison d'édition au début. Et, mais ça m'inquiétait beaucoup, le titre, parce que ça invitait des problèmes. Et même que quand j'avais écrit une version et après ça, dans mon divorce, cette version a été prise d'un ordinateur dans la maison, puis ça a été soumis en cours pour potentiellement être des évidences contre moi. Alors, j'ai compris tout de suite que c'est très dangereux. Parce que dans le livre, je raconte prendre des drogues et choses comme ça, puis j'ai 2 enfants. Alors, I went, oh my God, on ne va pas publier le livre, c'est trop dangereux de faire ça. Déjà, le titre came true. Et, mais après ça, après 1 an, j'ai dit, ben j'ai tellement travaillé fort, puis je ne veux pas être muzzled, muselée. Alors, j'ai enlevé plein de choses, j'ai changé des choses, j'ai trouvé une façon et j'ai fini le livre parce que je sentais un besoin de m'exprimer, d'être capable de m'exprimer quand même. Alors, j'ai dit, j'aimerais utiliser une phrase en anglais qu'on voit souvent dans le livre. Nothing bad has happened yet. Nothing really bad has happened yet. Qu'on voit dans le livre en anglais. Parce qu'en vérité, plein de choses s'est arrivé, mais I haven't been killed yet. You know, like I'm not dead. You know. Encore en vie, ouais.
ce sont toutes les choses qui nous arrivent tous. C'est des choses intenses dans la vie qui nous arrivent beaucoup entre nous. C'est des choses difficiles, mais on peut survivre, on peut continuer. Et c'était ça le concept. Mais en anglais, le titre n'était pas aussi punchy. Alors, quand l'éditeur en français a proposé des choses avec le mot regrette, je disais, ça sonne trop comme Edith Piaf. Là. On ne peut pas faire ça. Là. Je ne regrette. Ça lui appartient, ce mot-là. Ouais. Yeah, c'est beau. Et j'ai dit non, je veux pas. Puis c'est la brilliant Fanny Britt, je pense, qui a dit pourquoi pas, la traductrice, pourquoi pas, rien de grave n'est encore arrivé. La phrase que je pense que raconte tout le livre et que je vais dire la fin de l'histoire, c'est que finalement, après avoir presque fini le livre, je me disais pourquoi est-ce que cette phrase résonne autant dans ma tête? Pourquoi est-ce que je continue de dire de cette phrase? Et après, j'ai réalisé que c'est une parole dans une des chansons de mon père. Ah, et voilà. Et le livre est dédié à mon père. Oui. Je peux d'ailleurs préciser que la traduction de Fanny Britt, elle est magnifique, puis qu'on sent tout son amour pour ton œuvre à toi, pour l'œuvre de ta mère et de ta tante, dont elle est une grande admiratrice. Tes enfants ont quel âge, Martha? Maintenant, mon aîné vient juste d'avoir 13 ans. OK. Et le cadet, il va avoir 9 ans. Lorsqu'ils vont manifester le souhait de lire ton livre, est-ce que tu vas leur donner la permission? Ben, je pense pas qu'ils vont lire mon livre parce qu'ils n'aiment pas lire. Mais moi, j'étais inquiète plutôt que pour le fait qu'il y a des audiobooks, Mais j'ai des drôles de... Des fois, mon fils aîné, il prend le livre, il fait semblant de le lire, mais je sais qu'il ne lit pas. Mais c'est sûr que le travail que j'ai fait à la fin avec les avocats, en larmes, c'était le travail finalement de ce livre, c'était d'enlever beaucoup, ben pas beaucoup, mais d'enlever des choses qui feront mal à mes enfants. Alors, je pense que j'ai fait cet exercice. Est-ce qu'il y aura un tome 2 de tes mémoires lorsque tu auras 80, 90 ans? Je ne sais pas s'il y aura un tome 2, possiblement, mais moi, j'aimerais essayer d'écrire quelque chose d'autre, mais qui ne parle pas de ma vie. Un roman? Un roman, peut-être, ouais. J'ai très hâte de lire le premier roman de Martha Wainwright. Oui, moi aussi. Merci. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci à vous pour votre écoute. Martha Wainwright, mesdames et messieurs. Merci. Son autobiographie « Rien de grave n'est encore arrivé » est disponible chez Québec Amérique et tu seras en séance de signature dans quelques instants. Ouais. Vous pourrez la retrouver. Merci beaucoup. Bon dimanche.